Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Monsieur Bahouri est avec nous dans ce studio, mon cher Antoine. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Espace. Et bonne heureuse année à tous vos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent et qui sont éparpillés à travers le monde. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Antoine. Monsieur Bahouri, beaucoup vous donnaient d'ailleurs membre du gouvernement. Il y avait des rumeurs qui circulaient. Apparemment, vous n'y êtes pas encore. Parce qu'il y a 20 ministres qui restent. Il y a encore 20 postes à pourvoir. Dites-nous que Bahouri ne sera pas ministre. Oui, il le sera. Vous savez, je remercie tous ceux et toutes celles qui estiment que j'ai des choses à faire et j'ai probablement des capacités à être utile à mon pays autrement que ce que je fais actuellement. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui estiment que ce serait bien, dans le cadre d'une action collective de remobilisation de l'ensemble des forces vives de ce pays, que des personnalités comme entre autres Bahouri puissent servir son pays. On vous a consulté ou pas, monsieur Ba? Oh, personne ne m'a appelé et je n'ai pas été demandeur. Ouais, il n'a pas été demandeur. Hier, on a assisté à cette nomination partielle des membres du gouvernement et 14 ministres ont été confirmés à leur poste. Dites-nous comment est-ce que le président de l'UDRG a apprécié ce décret du président hier. Premièrement, je pense que le gouvernement est pléthorique. 36 postes pour un pays dont les ressources sont faibles. Cela prouve qu'il y a une nécessité de repenser l'organisation de l'administration publique. Depuis des années, on dit qu'il faut diminuer les effectifs, diminuer les postes. Mais pour que cela puisse se faire, il faut moderniser l'administration en investissant fortement dans, l'informatique, les nouvelles technologies, changer de paradigme dans cette façon de faire pour rendre le pays beaucoup plus digitalisé qu'il ne l'est actuellement. Ouais. Et ça permet de suivre l'ensemble des opérations publiques. Et en plus, si on veut vraiment lutter contre la corruption, c'est par ce biais-là qu'il faut passer et avoir aussi la possibilité d'être plus efficace pour rendre service à la population. Alors, est-ce qu'à votre avis, c'est le nombre de ministres qui pose problème ou ceux qui occupent des postes ministériels, leur intégrité, leur savoir-faire, leur disponibilité pour le respect des engagements? Bon, il y a beaucoup de problèmes à travers la composition d'un gouvernement. D'abord, il faut voir la structure. La structure telle qu'elle est-ce qu'elle répond aux attentes des besoins de la population guinéenne et des besoins de la nécessité de changer fondamentalement les rigidités structurelles de notre économie, de notre politique et de notre mode de pensée? Je ne le pense pas, ça n'a pas été fait. Deuxièmement, lorsque vous regardez la manière dont cela a été fait, je me dis qu'il y a un problème. On ne peut pas, lorsque vous pensez à lancer un autre mandat, vous ne pouvez pas faire un gouvernement à mi-temps. Cela veut dire donner quelques noms, ensuite réfléchir et donner d'autres noms. Cela veut dire qu'il y a une impréparation. Ou bien, si ce n'est pas une impréparation, cela veut dire qu'il y a une mésentente à l'intérieur pour la composition de ce gouvernement. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas encore une visibilité claire sur les grands caps qu'il faut donner pour l'action gouvernementale. Donc, dès le début, ça prouve des fragilités, des incompréhensions, des tâtonnements qui font qu'avant même que le gouvernement ne soit totalement mis en place, il y a d'ores et déjà, disons, un échec. Alors, on va parler du Premier ministre. Avant qu'il ne soit confirmé à ce poste ou bien nommé pour cette première mandature, il y a quand même eu beaucoup de temps perdu, des tractations, des noms qui ont circulé. Comment analysez-vous tout ce temps perdu et surtout, quelles raisons vous donnez à la reconduction de Kassory Fofana en tant que Premier ministre? Bon, moi je pense que, vous savez, on a affaire à un président qui est très joueur dans sa manière de faire, et qui éprouve psychologiquement son entourage et qui veut les pousser à l'extrême, à sortir du bois pour voir dans son entourage quelles sont les ambitions cachées, quelles sont les attentes, et pour par la suite agir. Donc tout ce temps-là,
pour quelqu'un qui veut se dire 1 minute, c'est 1 minute, on perd du temps. Il y a des urgences pour l'économie nationale, pour faire face au Covid, pour faire face aux multiples crises qui nous guettent. Ce dernier ne prendra pas du temps. Mais l'option majeure, c'est conforter la gouvernance de M. Alpha Condé, qui est, disons, l'élément essentiel. Et donc, nos objectifs, les préoccupations, les priorités ne sont pas les mêmes. Donc, vous dites perdre de temps. L'autre dira, non, je gagne parce que ça me permet de voir avec qui j'ai en face de moi. Et les dissensions, les rivalités, les groupes d'intérêt qui se sont coalisés pour former l'équipe autour du président, tout cela, ça nécessite, disons, des négociations, des arrangements pour avoir une structure. Et la manière dont c'est fait déjà, un premier temps 14 personnes, ensuite les autres, ça prouve que jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas au complet et, disons, les discussions, les arrangements, les négociations dans les coulisses continuent. Mais pourquoi ce tâtonnement, justement, mon cher Moussa Moïse? Parce que c'est important. Pourquoi ce tâtonnement? On n'a pas confiance, peut-être, ceux qui sont restés là, parce que j'apprends qu'il y a une purge, si je peux me dire ainsi, à dire ceux qui ont soutenu le 3e mandat, ceux qui n'ont pas tous soutenu le 3e mandat. Même la confirmation du PM, ça a été... allez, on va dire... une récompense. Pas une récompense. Difficile, on va dire. Véritable casse-tête. Bon, vous savez que lorsqu'on met en priorité des enjeux beaucoup plus personnels, peut-être politiciens, il va de soi que c'est les questions de personnes qui entrent en ligne de compte, avec qui je peux composer, qui est capable de m'accompagner jusqu'où, qui est encore en possibilité d'incarner une capacité ou un réservoir de crédibilité au niveau de l'opinion pour continuer à l'exploiter, qui peut contribuer à assurer l'équilibre de l'attelage gouvernemental dans cette phase assez risquée. Donc, ce sont ces types de calculs qui font que il y a des va-et-vient. Bon, on ne sait pas, est-ce qu'on joue la bonne carte ou pas. Mais bref, ça les regarde puisque c'est leur gestion, leur gouvernance. Vous connaissez l'homme? Je ne peux pas dire que je le connais suffisamment assez, mais le peu que j'en sais, tout tourne autour de la réalisation de ses ambitions qui lui sont propres. Bien. Allez-y, Moussa. Monsieur le Président, 2 questions. La première, il y a une nouveauté dans la nomination du nouveau patron du gouvernement, du chef de gouvernement, parce qu'il a déclaré lui-même avoir signé un contrat de 2 ans avec le président de la République. Qu'est-ce que cela implique à votre avis de façon stratégique? Qu'est-ce qu'il faut entrevoir par cela? Et deuxième question, c'est un peu l'analyse institutionnelle, structurelle entre la primature et l'exécutif, entre le président de la République et le Premier ministre. Est-ce que, parce que Dr Kassory a un peu égrené ses ambitions, notamment la lutte contre la corruption et puis également le redressement de l'économie nationale. Mais quel est le poids qu'il peut avoir, la marge de manœuvre dont il peut bénéficier face à un exécutif que je juge assez fort, assez pesant? Bon, je crois que peut-être la dernière question, elle est fondamentale parce que l'arrivée de M. Kassory Fofana comme chef de gouvernement, ce n'était pas sur les aspects politiques qu'on l'attendait. On l'attendait beaucoup plus dans sa capacité de manager l'équipe gouvernementale pour la réalisation des grands objectifs d'investissement public dû au fait qu'il était très impliqué dans les négociations du contrat avec la Chine, avec les 20 milliards de dollars. Donc le profil d'homme d'économie, on va le dire comme ça. C'était beaucoup plus ça. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu les coups des franches pour, disons, s'occuper du secteur économique. Et là, je dois dire que c'est le même, disons, le même attelage qui est reconduit avec ses pesanteurs, avec, disons, ces dispersions de périmètres, de responsabilités et de compétences qui font que là aussi, il y aura des lenteurs, ce sera très difficile. Je pense qu'en se fixant un objectif de 2 ans, il prend déjà date pour l'avenir.
Prendre date pour l'avenir. Et prendre date pour l'avenir, mais de l'autre côté... Il faut creuser ça. Ça veut dire, Voilà, il dit qu'après ces 2 ans, il ira planter ses choux ailleurs. Ses choux ailleurs. Est-ce que la qu'on vice-présidence, voilà. en vue, à votre avis, est-ce que c'est opportun aujourd'hui pour la Guinée? Bon, disons, le fait de dire, à mon avis, il est mieux placé pour le dire, qu'au fond de lui-même, il n'est pas tellement satisfait du contexte. Et il a une certaine loyauté vis-à-vis du président. Et je pense qu'il fait dire par ce biais-là, je suis prêt encore à continuer, mais bon, dans un temps limité. Ouais. Donc c'est une manière assez, je dois dire, Alors, un peu pessimiste, mais la loyauté l'emporte sur toute autre considération. Bien, Monsieur Bahouri, président de U2RG, il est notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa. comment faire le lien entre le slogan « Gouverner autrement » Oui. et la structure du gouvernement que vous avez vu et Le premier jet qu'on nous le donne. premier jet qui a été fait Hier. hier. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a une conformité? Bon, je pense qu'il y a beaucoup plus une continuité. Et peut-être dans cette façon de faire, l'intéressé est mieux à même de définir ce qu'il entend par gouverner autrement. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose symboliquement qui a été noté hier. Quel que soit ce qu'on peut penser de la probité, de la crédibilité d'un ministre, lorsqu'il y a des accusations graves qui ne sont pas encore étayées de L'enquête en manière cours. explicite, mais il y a des mesures de prudence Bien qu'il sûr. faut prendre pour Oui. dire qu'on respecte l'opinion publique, on respecte le peuple, on respecte les deniers, on veut assurer une parlez du certaine ministre crédibilité. De l'enseignement technique. Ok. Bien entendu. Zenab Nabaya. Et Ouais. donc, ça, c'est un signal C'est un mauvais signal, comme le mauvais Guinée signal ce matin. qui Ouais. a été envoyé Oui. aussi bien pour la lutte contre la corruption qu'un mauvais signal qui a été envoyé pour les bailleurs internationaux et un mauvais signal qui a été envoyé également à l'opinion publique nationale qui espérait croire que gouverner autrement, on allait redresser la barre, changer la façon de faire, mais là, cela veut dire on confirme qu'on continue dans la même lancée que Est-ce par que- le Est-ce passé. qu'il est le maître à bord? Est-ce que c'est lui qui commande aujourd'hui, Alpha Condé? Déjà, le fait de faire un gouvernement à 2 temps prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Est-ce que ce n'est pas stratégique le maintien de Zenab Nabaya à son poste? Parce que selon ce que nous apprenons, Alpha Condé n'aime pas céder aux pressions populaires. Il y a eu des cas à l'intérieur du pays où, par exemple, à l'Abbé, il y a eu une pression pour la démission du gouverneur. Il n'a pas cédé. Il y en a eu à Guékédou et dans d'autres villes. Les grandes gueules. C'est par après qu'il prend sa décision. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est stratégique, le fait de la maintenir à Ne son pas poste? céder à la clameur publique, ne pas donner l'impression aux bailleurs de fonds qu'il accompagne ou bien il atteste un peu la thèse des journalistes enquêteurs dans ce dossier. Peut-être que c'est politiquement bien calculé de sa part. L'art de gouverner, c'est d'écouter son peuple et de regarder le sens du vent et d'anticiper. Ce n'est pas se figer dans ses certitudes et dans son orgueil en disant « personne ne peut me dire ce que je dois faire ». Ça, en poussant cette logique, on devient presque suicidaire. Et malheureusement, c'est une attitude qui est très répandue dans notre pays. Chacun a un niveau de poste où il est. C'est le chef Fayon. Je suis le chef. Personne n'a le droit de me dire ce que j'ai à faire. Hein? Même si vous donne un conseil amical, on dit non, ça c'est pas de ton ressort, c'est moi qui décide. Tout vient de moi et tout doit revenir à moi. C'est cela qui est l'une des causes majeures du déficit de la gouvernance de manière globale en Guinée. C'est valable au niveau de la présidence, c'est valable au niveau des ministères, c'est valable au niveau des structures politiques, c'est valable au niveau des structures de la société civile. Nous avons des Il y autocrates a un peu une partout. incapacité de se dire que dans ce monde moderne, dans ce monde qui avance, une seule personne ne peut pas être capable, compétente en tout. C'est des équipes qui travaillent et le responsable au top management n'est là que pour donner une impulsion, donner l'énergie nécessaire et surveiller, encadrer
pour que ça puisse atteindre les objectifs assignés. Mais non, si je dis c'est moi, il va de soi qu'on ramène tout à des querelles de personnes. Ouais. Et regardez l'espace politique dans ce pays. On ramène tout à des querelles de personnes. Effectivement. On ne va pas au fond des choses. Oui. Par exemple, tout à l'heure, j'ai écouté la question concernant le prix du pain. Ouais. Mais la réforme en profondeur de la gouvernance économique de ce pays n'est pas envisagée. Et donc, demain, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas s'étonner que dans les prochains mois, que le prix du pain soit à un niveau largement supérieur au prix auquel on dit qu'on le bloque. Je me souviens dans les années 2001-2002, je ne me souviens plus exactement de la date, le sac de riz c'était 24 000, 34 000. Et lorsque le sac est monté à 40 000, il y a eu une volonté gouvernementale de bloquer le prix à 40 000. Mais aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on s'est posé la question comment en moins de 15 ans, le prix du sac de riz a été multiplié par 10, presque. Ouais. Mais ça, il faut interroger la politique monétaire, il faut interroger la politique budgétaire, il faut interroger l'environnement social, politique pour se dire cette Guinée a besoin de réformes et de changements en profondeur. Parce qu'en 2002 déjà, on se rappelle, le sac de riz était vendu à 18 500 francs guinéens. En 2002. Bon, maintenant, vous savez, lorsque vous gérez mal votre monnaie et vous en faites des dogmes, chaque jour, vous êtes en train de voler aux travailleurs l'épargne qu'ils se sont constitués. Et donc, de plus en plus, la non-remise en cause de la gestion monétaire de ce pays est en train de flouer tout ce que les gens sont en train de construire. Chaque jour, ils reculent au lieu d'avancer. Et là, c'est la gouvernance globale qui est remise en cause. Alors, à vous écouter, vous faites carrément des propositions. Vous n'êtes pas le seul. Et à travers le dialogue dont beaucoup appelaient, l'espoir était que lorsque des Guinéens se retrouveront, qu'il puisse y avoir une solution pour que quand même les prochaines années soient des années où on pourrait offrir à la Guinée de meilleures bases. Avec ces propositions, finalement, est-ce que vous ne pensez pas que le problème, c'est le président lui-même? Et justement, en un mot, comment on peut définir les prochaines années qui s'offriront aux Guinéens avec un président de la République qui ne veut apparemment écouter personne? C'est difficile, parce qu'il est la clé de voûte du système politique en vigueur. S'il nous avait écouté depuis l'année dernière, septembre 2019, lorsqu'il avait institué au Premier ministre de recevoir les acteurs des forces vives pour parler de la nécessité d'envisager le cours du processus politique dans de meilleures dispositions, il y a de manière nette et claire, en ce qui nous concerne, nous leur avons dit le chemin que vous voulez emprunter est mauvais. Si vous l'empruntez, voilà les problèmes que vous risquez de mettre et de créer pour vous-même et pour la Guinée. Bien. Aujourd'hui, on en est là. Il n'y a pas eu une capacité d'écoute. C'était simplement une opération politicienne. Oui. Et donc, une mise en scène. En allant dans cette direction, en croyant qu'on peut toujours jouer, rouler les gens dans la farine, on ne se rend pas compte qu'on est en train de scier l'arbre sur lequel on est. Mais est-ce que à ce niveau, puisqu'on parle de dialogue politique, est-ce que vous-même, politique de l'opposition, n'êtes pas responsable de la situation qu'on vit aujourd'hui, de la situation que vous vivez, qu'il n'y ait pas de pont entre vous, de l'opposition, et la mouvance? Mais il y a des ponts entre l'opposition et la mouvance. Ah bon? Oui, certains marchent pour aller au palais secrétariat, vous avez vu. Alors, c'est quoi ce pont? Ce garçon-là, mais c'est pas possible. Alors, c'est quoi ce pont? Quelle est fondamentalement la différence en termes de mode de pensée et de mode de proposition alternative qui existent entre les différents bords? Tout est ramené, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des querelles de personnes. Il y a le fauteuil qui est chez Guirassy, je veux m'asseoir dessus.
que Guirassy fasse bien ou mal, peu m'importe. L'essentiel que je fasse tout pour qu'il dégage de ce fauteuil et que je m'assieds, peut-être pour faire moins bien que lui. C'est ça qui est dans la mentalité collective. Ouais. Donc, si on regarde le fond, il n'y a pas une capacité d'offre politique, une alternative susceptible de faire en sorte que les Guinéens puissent avoir confiance. Mais néanmoins, les ponts existent parce que si vous voyez les 10 années, ils ont dialogué. Les grandes gueules. D'accord. Mais Ils ont dialogué, c'est vrai. Antoine. Ouais. Ils ont fait des accords. Pour en tirer quoi? En fin de compte, les lois ont été mises de côté et des arrangements ont prospéré. Et ils veulent, dans certains modes de pensée, ils veulent que ce soit le même type de dialogue. Alors que la question n'est plus sur ce terrain-là. La question, c'est l'avenir de la stabilité de la Guinée, l'avenir de millions d'individus qui se posent des questions sur leur existence aujourd'hui. Pour des raisons purement politiciennes, on ferme les frontières de la Guinée avec le Sénégal, avec la Guinée-Bissau, avec la Sierra Leone. Et aujourd'hui, le taux de pauvreté à l'intérieur du pays a augmenté. Les gens ont perdu leurs emplois, les transporteurs, les agriculteurs, beaucoup de personnes se retrouvent totalement à terre du fait de ce blocage des frontières. Au lieu de corriger les effets du Covid qui a impacté l'économie de ce pays, on en a rajouté pour des considérations politiciennes. De sécurité politiciennes. nationale. Mais Voilà. les raisons de sécurité nationale, il y a des moyens de le faire. La question de la véritable sécurité, c'est ces coupeurs de route à l'intérieur du pays. Justement, on en parlait ce n'assure matin pas la d'ailleurs, hein, sécurité. dans cette Donc, émission. Allez-y, Donc, Mahfoudi cela Abongo. veut dire, tout à l'heure, je vous ai écouté, un pays avec des forces de défense et de sécurité bien structurées, bien organisées, a la capacité d'être suffisamment bien informé. Il y a les renseignements, il y a des méthodes qui existent pour anticiper et savoir ce qui se fait par-ci par-là et non pas faire souffrir la population, avoir des attitudes contre-productives pour l'économie de ce pays et pour les citoyens uniquement pour dire je bloque comme on fait. Monsieur Trump dit je vais bloquer l'immigration des Sud-Américains en créant un mur. Là, on fait un blocus et on est en train de se tirer une balle au pays parce que notre économie est en train de régresser. Les pays qui sont impactés par ce blocage sont en train de chercher d'autres alternatives pour être indépendants de l'approvisionnement tant sur le plan agricole et sur d'autres de la Monsieur Guinée. Ba. Donc nous perdons sur tous les Un plans, marché mais substantiel. l'avenir est en train d'être bloqué. Voilà, Alors- parce que gouverner, c'est anticiper aussi. Allez-y, Mahfoudi. Alors, M. Ba, on se retrouve finalement avec un troisième mandat, on va dire finalement totalement validé. Mais c'est pas comme si les Guinéens ne s'étaient pas levés contre ce qui allait se passer, notamment le FNDC. Aujourd'hui, on se retrouve avec une FNDC qu'on n'entend pratiquement pas. Comment expliquer l'échec, si on peut le qualifier ainsi, de cette structure? Et sinon, quel avenir finalement pour le FNDC? Bon, moi, pour aller vite, parce que nous n'allons pas faire le bilan du FNDC ici de manière exhaustive. Moi, j'avais déploré la manière dont le FNDC a été constitué. C'est comme s'il y a eu un rush, on fait un texte et tout le monde court pour signer pour dire qu'il est membre du FNDC. Et puis on jette des équipes un peu partout pour assurer le contrôle sans au préalable, de manière collective, avoir une démarche d'explication, de concertation pour dire nous avons fait par le passé beaucoup de schémas, de plateformes de ce genre. Nous n'avons pas abouti. Notamment les forces Pourquoi? vives. Oui. Notamment les forces vives. Oui. Pourquoi? Tirons les leçons de manière collective et donnons-nous les moyens de ne pas répéter les mêmes attitudes. Et malheureusement, les forces vives apparaissaient beaucoup plus structurées, beaucoup plus vivantes. Le FNDC s'est laissé caporaliser par des ambitions politiques qui ont mis en réalité les forces les plus dynamiques, notamment les jeunes, en dehors du processus. Personnellement, j'étais toujours gêné
lorsque Vous après ne devrez une pas être réunion, là normalement, Baouri. Les politiques ne devraient pas être au sein du FNDC. on peut être, mais dans on les- peut accompagner, on peut compléter. Donc, Vous avez pris le contrôle du mouvement. Justement, qui c'est ce que aurait vous dû essayez de nous rester faire comprendre ce matin. La Oui, société oui. civile et tout cela. Et les politiques qui ont des ambitions, vous le savez. Ouais. Les Ce que grandes vous gueules. pensez de la gestion du pouvoir n'est pas ce que pense forcément Lansana Kouyaté, ou Sidia Touré, ou Cellou Dalein Diallo. Alors, avec des éléments comme ça, chacun avec son agenda, au sein d'une organisation qui a un objectif bien fixé, je pense que dès le début, on a créé ce problème. Donc le FNDC, À son cela problème s'ajoute était également congénital. l'ego des uns et des Exactement. autres. Bien Les politiques entendu, n'auraient c'est pas pour de cela nuance. Les personnellement. grandes gueules. C'est pour cela personnellement, au début, j'avais exprimé mes réticences. Et même par la suite, vous avez vu comment certains Bien sûr. faisaient des coudes pour dire non, le Baouri ne peut pas venir au FNDC. Non, tout ça, ça manque de responsabilité et de sérieux. Ouais. C'est dommage pour notre pays parce que ce que nous vivons est tragique. Nous sommes dans un contexte extrêmement fragile qui aurait nécessité des hauteurs de vue et une capacité d'anticipation plus élevée que ce que nous avons. Mais bref, les choses se sont en train de Deux points, se Mafoudia, si tu le permets. Il y a le cas de ces prisonniers. Le troisième mandat. Mais il le n'a pas président- répondu à la seconde question sur l'avenir du FNDC. Le FNDC, les structures vont changer d'appellation. Kondono m'apprend qu'il y a la nouvelle architecture qui est prête, la feuille de route est également dégagée et que dans les jours à venir, nous saurons c'est quoi le tout nouveau Front National de Défense Non, de la je- Constitution. Ouais. C'est-à-dire, Les grandes gueules. il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas dans un bureau qu'on construit l'histoire. ouais. La dynamique actuelle, c'est de reprendre contact avec la population. La population a perdu confiance à la classe politique de manière large. Il faut recréer un pacte de confiance avec les citoyens guinéens et repartir sur les bases les plus basiques. Mais si c'est uniquement pour des considérations de poste ou des considérations dites institutionnelles que on voit les gens se mouvoir, les gens vont dire, nous on a faim, nos enfants n'ont pas de travail, ils n'ont pas pu continuer leur scolarité, la pauvreté est en train de s'agrandir, la maladie est là, quelle assurance pour demain? Nous n'avons pas un logement décent. Mais si on ne va pas dans ce genre de direction pour montrer que la demande sociale, elle est la principale préoccupation Donc, du champ politique, une concertation nationale. c'est pour cela nous appelons à une concertation nationale des forces vives. Ouais. Si le gouvernement y participe, ce serait mieux. Oui. Parce que ça permettrait que ce soit inclusif. Oui. Mais d'une manière ou d'une autre, nous allons créer les conditions d'une véritable concertation nationale des forces vives pour préparer une véritable alternative pour demain, parce que sinon notre pays ira à la... Monsieur Ba, il y a eu Rapidement. cette sortie récemment de Sidia Touré, vous avez suivi, de l'étranger, qui appelait un dialogue avec le pouvoir. Et on a senti que vous suiviez le mouvement parce que vous avez aussi parlé de dialogue. Dites-nous quel est le cadre que vous réclamez pour un dialogue possible entre opposition et mouvance présidentielle. Non, il ne faut pas ramener les questions entre opposition et mouvance. Vous savez, cette catégorisation, elle est obsolète au regard de nos préoccupations aujourd'hui. Comment doit se faire le dialogue alors? Le dialogue doit se faire dans une large concertation avec les acteurs des forces vives. Et les acteurs des forces vives sont connus. Ce sont les partis politiques, ce sont les syndicats, ce sont les mouvements de la société civile, ce sont les organisations patronales, c'est même la presse. Parce que le champ politique, il faut l'élargir. Mais pendant ce temps, il y a l'UFDG qui réclame sa victoire pour les élections. Alors, non, c'est moi, ça la me question que je voulais poser par rapport à cela, c'est M. Baouri, justement par rapport à l'UFDG, Oui. ce parti, ça ne vous semble pas, ce parti peut-être est dans l'œil du cyclone. L'arrestation de ces cadres, l'emprisonnement de ces cadres, les procès ont certes débuté, mais beaucoup sont détenus dans des conditions assez inhumaines. Alors, comment desserrer un tout petit peu les verrous autour du principal parti d'opposition? C'est pour cela que nous avons dit au pouvoir, vous entamez un mandat, nous avons pris acte de cela. Mais montrez que vous voulez changer, montrez que vous voulez l'apaisement dans ce pays en donnant des gages, et ces gages
à notre avis, relève de 3 points. Premièrement, la libération des détenus politiques, y compris les chefs les membres de l'UFDG, comme les Ousmane Gawal, les Chérif Ba, les Selou, ainsi de suite, les Fonike Mangué et d'autres, Souleymane Kondé. Je peux continuer de citer ceux qui ne sont pas cités, qu'ils me pardonnent, mais ils sont plus de 500. Les prisons sont engorgées. À l'Abbé, il y a eu récemment 2 personnes qui sont mortes, détenues, parce que les prisons sont suffisamment étroites et les conditions de vie sont libération des détenus politiques, réouverture des frontières, déclaration solennelle du président pour montrer que tous les Guinéens sont égaux en droit et en devoir à travers une redéfinition du vivre ensemble qui prend en compte tout le monde et non pas seulement des groupes d'intérêt ou des groupes de clans. Avez-vous parlé avec Cellou Dalein Diallo ces derniers temps? Il a subi énormément d'affronts. On lui interdit de quitter le territoire national, passeport confisqué. Sa maison, son siège est toujours bloqué. Est-ce que vous avez parlé avec l'homme? J'ai fait publiquement mes déclarations de solidarité vis-à-vis des déboires qu'il est en train de vivre. Mais on n'a pas parlé. Ouais. Donc on a l'impression que tout ce qu'il subit aujourd'hui, vous saviez que ça allait arriver. Mais je vous l'avais dit. Ici, je l'avais dit pourquoi il ne faut pas aller à cette présidentielle. Oui. Et nous avons fait une conférence de presse pour décliner pourquoi nous ne participons pas. Et ceux qui ont fait abstraction de tout cela, ils sont allés en sachant que pertinemment, ils vont accompagner la mise en force du 3e mandat. C'est leur responsabilité. La seule chose sur laquelle j'ai insisté, et lorsque je suis allé à Dakar, j'ai mobilisé beaucoup de personnes ressources pour attirer leur attention. Ça, c'est avant l'élection, qu'il y a un danger de faire en sorte que la cohésion nationale en Guinée soit perturbée, de ne pas s'asseoir et laisser faire. Parce que si la Guinée éclate, c'est l'ensemble de la région qui sera négativement impactée. J'ai rencontré le doyen des Oumariennes, c'est-à-dire la famille de Seydou Nour Tal, pour les sensibiliser sur le fait que de par leur stature, de prendre en considération les problématiques qui se posent au peuple de la région pour prôner la paix, pour prôner l'apaisement, pour prôner une autre façon de faire, pour nous préserver de ce qui est en train d'arriver ailleurs. Malheureusement, j'ai déploré beaucoup de victimes. La situation de notre pays est devenue encore beaucoup plus fragile. La vie d'un Guinéen ne compte pas. Les prisons sont engorgées. Notre économie est à terre parce que les frontières sont fermées. Il y a beaucoup de problèmes que nous créons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous a créé ce problème. C'est la responsabilité des autorités, quel que soit à leur niveau, d'anticiper et de protéger les Guinéens et de protéger la Guinée. S'ils vont dans le sens contraire, à partir de là, leur responsabilité est entière et je trouve que c'est très dommage. Nous aurions dû parler beaucoup plus comment sortir du sous-développement, comment accroître la richesse de ce pays. Mais on perd du temps depuis des années et des années. C'est toujours la même rhétorique. L'unité nationale, depuis 58, on dit on est pour l'unité nationale. Et 62 ans, on est incapable d'assurer l'unité de ce pays. C'est vraiment, ce n'est pas le colon qui a fait ça. Hein. Ce sont des Guinéens qui en sont responsables. Ce ne sont pas des colons qui sont responsables de l'emprisonnement de nos compatriotes, des morts dans les prisons. On dit qu'on fait exprès de revenir encore en arrière. Pour moi, c'est après les luttes que nous avons menées pour les droits de l'homme, dans les années 80 et 70, c'est avec tristesse que je vois que tout le combat que nous avons mené avec M. Alpha Condé, parfois qui en était l'inspirateur, nous sommes en train de revenir encore à la case de départ et c'est tout à fait triste pour notre pays. Une malédiction, peut-être ? Je pense qu'il ne faudrait pas dire malédiction, je dois dire qu'il y a un changement, une rupture qui est en train de venir et les générations marquées par une certaine façon de concevoir la politique
tant que c'est eux qui sont à la manette, il est très difficile de construire une Guinée en paix, en sécurité et développée. Parce que leur façon de concevoir les choses n'a rien à voir avec une volonté de construire un pays, une volonté d'unir un pays, une volonté de créer le développement et une volonté de se dépasser pour faire de ce pays la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Monsieur Bahouri, notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On s'intéresse évidemment à l'actualité, un nouveau gouvernement, ses premiers pas hésitants. On en parle ce matin, Diba Minimono. Oui, vous savez, ce décret, il est tombé avant-hier. Voilà, beaucoup s'attendaient quand même à un remaniement ministériel complet. Mais sauf que on a vu que le chef de l'État est tombé dans une autre approche de remaniement partiel. Donc ça veut tout simplement dire que ça dénote un peu de ce climat de méfiance, mais aussi de tension au sommet de l'État. Parce que beaucoup pensaient que le président Alpha Condé n'avait plus rien à perdre. Mais sauf qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Il n'y a jamais de ticket gagnant. Il n'y a jamais de ticket gagnant. La route, elle est sinueuse, elle n'est pas linéaire comme dans la vie normale. Donc le chef de l'État a pris ce décret. Et donc, aujourd'hui, il faut se dire qu'il prend des décrets avec une main tremblante. Parce que, n'oubliez pas, je le disais il y a 2 semaines dans ce même studio, qu'il est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il faut contenter les alliés qui sont venus. Il y en a beaucoup qui ont, comme on dit singulièrement, qui ont mouillé le maillot pour faire passer cette pilule de 3e mandat. Il y en a qui se sont affichés. Il y a même des entités qui ont décidé de fondre leur parti au sein du RPG Arc-en-Ciel contre l'avis parfois même de la base. Donc vous avez l'exemple par exemple de Mokhtar Diallo qui à un moment donné s'était affiché publiquement comme un partisan de cette élection de 3e mandat. Et il faisait même il a été l'objet d'une risée sur la toile lorsqu'on l'affichait avec cette pancarte où c'était écrit à la manette. Donc ce sont des personnes à Barguelande, voilà. Donc ce sont des personnes qui se sont impliquées foncièrement dans la réélection du chef de l'État, qui sont allés en race campagne, par exemple en Moyenne-Guinée, à Pitacheluy, pour faire la campagne et inviter à ce que les citoyens adhèrent à ce projet-là. Vous avez aussi d'autres cadres qui ont fait de même. Vous avez Kassori Fofana qui a été certes reconduit, mais c'est une personne qui avait décidé de fondre le GPT dans le RPG Arc-en-Ciel. Donc ça fait que beaucoup ont fait des sacrifices et aujourd'hui il y a un sentiment de redevabilité entre le chef de l'État et ces personnes. Parce que s'ils ne tombent pas dans une politique de compensation et de récompense, ça peut avoir des conséquences parce qu'il y a les échéances futures qui arrivent. Ça, c'est une question fondamentale. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que aujourd'hui, le chef de l'État est dans cette dynamique d'étouffer toute opposition parce qu'on voit ce qui se passe dans le pays. Il n'a pas intérêt à ce que des gens, par frustration, des alliés retombent dans l'opposition. Donc ça risque aujourd'hui de fragiliser davantage aussi le régime. Donc cette équation, il doit l'éviter. Maintenant, de l'autre côté, il faut composer aussi avec le parti, le parti même, le RPG originel. Parce qu'il avait dit à son investiture... C'est les vrais soldats. C'est les vrais soldats. Moi, je pense qu'il faut sortir un petit peu de cette politique commerciale. Parce que, malheureusement, lui-même, il est pris dans cet engrenage depuis 2010. Il aurait pu s'extirper maintenant de cela, mais malheureusement, il ne le fait pas. Donc, il y a aussi le parti originel. Il avait dit à l'occasion de son investiture que maintenant, on va penser au RPC. Parce que ce sont des gens qui estiment que les militants de 25e heure sont venus prendre leur place, sont venus récupérer ce qui devait leur revenir. Donc, le chef de l'État, aujourd'hui, doit faire attention pour ne pas oublier aussi ces gens-là, parce qu'il y a l'effet boomerang qui n'est pas exclu. L'un dans l'autre, je pense que celui qui viendra après Alpha Condé doit tirer des leçons. On ne peut pas quand même diriger un pays comme si c'était une espèce de partage de gâteau, en tâtonnant, parce que ça a des conséquences. Lorsque vous êtes un chef d'État, il ne faudrait pas que vous manquiez de courage politique. Dans ce pays, au regard de la demande politique des citoyens, on a besoin des cadres, non pas parce qu'ils engrangent des voix lorsqu'il y a une élection, mais c'est parce qu'ils ont une compétence. Ils ont une intégrité, ils ont une vision, ils ont un projet pour le peuple de Guinée. C'est de ça qu'on a besoin. Et le chef de l'État, à un moment donné, doit se départir de ses considérations politiques, avoir ce courage politique, choisir les hommes qui peuvent l'amener vers se gouverner autrement. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, les citoyens l'ont dit, mais on ne comprend pas. D'un côté, vous avez une formule de gouverner autrement, et à peu près reconduire, parce que si vous suivez un peu le décret, c'est surtout confirmé, c'est devenu une litanie, un chapelet de confirmation. Justement, un chapelet de confirmation. Donc ça fait qu'il y a un malaise, et donc il devrait sortir de cela, faire une rupture totale, parce qu'en 2010, il a dit Guinée is back. En 2015, il a dit le progrès en marche. En 2020, il dit gouverner autrement. Est-ce qu'on va rester dans des slogans creux où le pouvoir va résider dans l'action? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il y a un malaise profond et c'est ce qui fait que hier on s'attendait à des décrets.
je pense qu'il est en train de réfléchir avec son équipe pour éviter qu'il y ait une implosion au sein de sa famille. Ouais, éviter des frustrations surtout. Est-ce qu'il est le véritable maître à bord aujourd'hui, Mafoudia Bangura? La question reste posée. Déjà, je voudrais répondre à la question de Djiba en disant est-ce qu'on va continuer à rester dans un malaise profond? Je dis oui, parce que lorsque le président a entamé ce troisième mandat, beaucoup de Guinéens se disaient que cette fois peut-être c'était la bonne parce que en gros il n'a plus rien à perdre. Vu son âge, est-ce qu'il va continuer? Pour beaucoup, c'était cet autre mandat était une occasion pour lui de casser les codes, d'offrir une nouvelle donne. Mais avec ce qui se passe, il ne faut pas espérer gros parce que rien que le temps qui est mis pour la formation d'un gouvernement, la dernière fois qu'il y a eu débat, je crois c'est Antoine et Daouda qui me rappelaient que c'était une tradition, donc ça n'obéissait nullement à rien. Mais toujours est-il que dans le contexte guinéen, certes c'est une tradition, mais lorsque le gouvernement n'est pas officiellement nommé, tout le monde est assis, tout le monde est en attente de la nomination. Lorsqu'il n'y a pas de nomination, ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas de travail. Et lorsqu'on a quand même un pays comme la Guinée où tout est encore à refaire, on n'a même pas une minute à perdre. Et on a perdu combien de temps à déjà réfléchir à qui choisir? Aujourd'hui, on a un remaniement. Ça va plus d'un mois, on a un nouveau gouvernement. On s'attendait à un gouvernement nommé au complet, mais on a une partie. Ce qui veut dire que ce n'est même pas facile pour lui de choisir. Et malgré cette difficulté, on se rend compte que ce sont les mêmes qui reviennent. Même ceux qui seront dégommés dans ce nouveau gouvernement n'auront pas à s'inquiéter parce qu'on a le même président avec les mêmes pratiques, peut-être avec les mêmes sentiments vis-à-vis des gens qui l'ont aidé. Et justement, c'est ce sentiment de redevabilité. On va se retrouver, on aura un président, on aura l'impression qu'il est en train de préparer 2026. Parce que s'il n'était pas dans ce cadre, tout ce qu'on lui demande, c'est de mettre en place, c'est de choisir des hommes qui n'auront qu'à travailler, qui n'auront pas à se battre pour lui prouver qu'ils sont pour lui ou pas. Avec le cas, par exemple, de Mokhtar Diallo, il y a beaucoup qui disent comprendre sa situation parce qu'il a mouillé le maillot et autres. Mais après, ça ne tient pas. Parce les vrais qui mouillent le maillot, ce sont les militants, les vrais militants du RPG Arc-en-Ciel. RPC, comme il le dit. Même si on quitte... Voilà, qu'on quitte un petit peu cette politique commerciale. Même quand on prend les RPC, même quand on prend ceux qui sont RPC, même si ceux-ci aujourd'hui disent qu'ils doivent être nommés, pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils ont mouillé le maillot, ça c'est un problème. D'où que les personnes viennent, et c'est cela. Je me rappelle encore du cas Oye Guilavogui lorsqu'il a boudé un département pour un autre. Et aujourd'hui, on avait accédé à sa demande. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui estiment que Mokhtar Diallo, il a bien fait parce qu'il y avait eu un premier exemple. Mais après, ça devient très compliqué. On a encore une fois la preuve de si tu veux, cette façon un peu de gérer les choses au sommet de l'État. Le président, est-ce qu'il a le contrôle? Est-ce qu'il n'a pas le contrôle? Difficile de dire. Moi, ce que je dis, c'est que si à un moment, le président s'est servi des cadres pour avoir ce qu'il veut politiquement, les cadres aussi se sont servis du président parce qu'ils sont restés auprès de lui, ils n'ont pas été à mesure de lui dire la vérité. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, pour venir au pouvoir de Alpha Condé, il a fallu y avoir des manifestations, la mort de Conté et tout. Et beaucoup de cadres aujourd'hui ont vécu cette époque. Ils savent comment on est tombé dans cette situation. Et ce sont les mêmes qui ont soutenu le président, quelles que soient les raisons. Mais ce qui est sûr, on nous offre encore une possibilité de sortir encore par une transition, pas de sortir par une alternance démocratique. Et ça, c'est un gros problème. Donc, les uns et les autres, ils se sont servis les uns les autres, juste pour leur propre intérêt. Peut-être le président, il avait les intérêts politiques, parce que comme le disait hier notre invité Baouri, ou bien d'autres, le président, il est foncièrement politique. Et c'est ça peut-être le véritable problème. Sinon, il y a des gens qui n'ont pas mouillé le maillot. Quand on prend Mamakani, on n'a pas, par exemple, vu sur le terrain, mais elle est reconduite. Tu vois là. Donc, savoir qu'il y a des présidents, et surtout le vrai problème, c'est de savoir qu'on se dise aujourd'hui dans le pays qu'il y a des départements qui valent moins que d'autres. Les grandes gueules. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, parce que quand on prend la situation du pays, imaginez que des ministères comme l'agriculture, l'élevage et autres soient considérés comme rien au profit de... Parce que lorsqu'on veut bouger, c'est souvent, on voit les fonds
qui arrivent par département, l'intérêt que le président même accorde à certains départements et pas par rapport à d'autres. Et là, on se retrouve carrément avec un pays où on a les ressources minières, les Chinois qui viennent et tout, mais où on a encore du mal à se nourrir parce qu'on ne produit même pas. Donc, si pour conclure, je veux dire que là, le schéma qu'on a, c'est le président qui nous l'offre. Ouais. C'est lui qui nous l'offre. Il met tout le monde dans cette situation. Et bien évidemment, certains par rapport à d'autres profitent de la situation. Certains le font bien parce qu'ils aiment la situation comme ça. Ils les préfèrent comme ça et ils les maîtrisent davantage que d'autres. Voilà, très dommage. Hein, voilà. J'aimerais tellement qu'on puisse mettre cette expression mouiller le maillot, parce que si on dit mouiller le maillot, sincèrement, c'est les vrais opposants, je veux dire les militants. Moi, quand je prends les militants du côté des RPJ, en tout cas, c'est que je vois souvent actifs. Je prends Callot, il y a un jeune sur Twitter, Callot diplomate, je pense qu'il s'appelle comme ça. Il y en a un autre aussi. Même ça, en fait, te plaît. Lamine, mouiller le maillot. Lamine Waraba. Non, non, il peut mouiller le maillot. N'importe qui peut mouiller le maillot. Mais après, lorsqu'il s'agit du pays, lorsqu'il s'agit de la gestion, en fait, le principe mouiller le maillot n'est valable pour personne. Ce qu'on demande, c'est des compétences. Qui que ça soit. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. Je pense que Lamine fait pire que le président de la République. Ah bon? Oui, mais parce que les grandes gueules. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État est devenu, à mon avis, un pouvoir réactionnaire. Parce que, tout simplement, quand on est à la tête du pays, on ne peut pas avoir pour levier de commandement la gestion des humeurs des uns et des autres. Et c'est ce à quoi le chef de l'État est en train de nous... c'est ce qu'il nous montre comme spectacle. Et je trouve que c'est dommage pour la fonction qu'il occupe. C'est quand même sacré être à la tête du pays, avoir à présider aux destinées de plus de 12 millions de personnes. On ne peut pas quand même avoir pour levier de commandement les humeurs des uns et des autres. Lorsque De Pierre Dac disait qu'il est facile de trouver un portefeuille sans ministre que de trouver un ministre en portefeuille. Parce que, tout simplement, lorsqu'on veut être ministre, on choisit le poste qu'on veut occuper en fonction des intérêts qu'on a déjà entrevus, qu'on pense avoir à la tête de ce ministère, et les projets qu'on peut facilement mettre en place. Mais tout cela est basé sur quoi? Sur l'intérêt qu'on peut en tirer, le profit qu'on peut en tirer. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que le ministère de la Jeunesse est devenu un ministère orphelin. Orphelin, personne ne veut rester là-bas plus de 4 ans. Personne. Ouais. Rappelez-vous des précédents et autres. Alors que cela dénote de quoi? Cela dénote du fait que nous n'avons pas une véritable politique en faveur de la couche que le président indexe souvent en disant c'est une bombe à retardement. Je veux lui faire remarquer plutôt que ce n'est pas une bombe à retardement. C'est une bombe dont comment on appelle la détonation n'est pas loin, parce que tout simplement on l'a délaissé, on l'entretient pas, et le fait déjà qu'on ne mette pas les moyens qu'il faut pour s'occuper de cette jeunesse qui est quand même à majorité qui compose la majorité de la population guinéenne, cela signifie qu'on n'a pas de politique pour l'avenir de ce pays. C'est vraiment le constat que j'en tire. Et puis lorsque vous calculez un tout petit peu, vous voyez la réaction de Mokhtar Diallo. Il n'a pas encore pris la parole officiellement, mais c'est que l'information que nous avons donnée ici hier n'a pas été démentie non plus. D'ailleurs, elle a été confirmée. Qu'il a été d'ailleurs au palais. Elle a été confirmée. Elle a été confirmée. Je me rappelle encore de la pancarte qu'il avait tout seul à l'aéroport lorsque le président entrait pour dire Abaraga Landé. Je me rappelle des risques qu'il a pris lorsqu'il s'est rendu au Fouta, les risques qu'il a pris pour sa vie, mais également la délégation qui l'accompagnait. Je me rappelle des saccages. Non, c'est important que je sais. Je me rappelle de l'attaque à multiples reprises du siège de son parti politique qui se trouve sur l'axe Le Prince. Je me rappelle de tout cela. Dire qu'il n'a pas fait de sacrifice, c'est faux. Mais cela ne lui donne pas raison, cela ne donne pas le droit de forcer la main au chef de l'État afin qu'il lui donne un poste qui soit à sa taille, un poste qui soit négocié. Cela signifie quoi? Le RPG Arc-en-Ciel, le RPG avant qu'il ne soit Arc-en-Ciel, est rempli d'orphelins. Des gens qui sont morts pour la cause du chef de l'État avant même qu'il ne soit à la tête du pays. Des gens qui sont morts parce que tout simplement ils ont une conviction et tout cela. Donc il y a beaucoup d'orphelins. En parlant de mouiller le maillot, si on veut faire un peu on veut regarder dans le rétroviseur, on va réveiller beaucoup de gens qui sont morts frustrés parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils pouvaient avoir. Alors dans tout cela, qui perd? C'est nous autres
qui attendons un service public qui soit impersonnel, dépolitisé, qui soit en faveur de tout le monde. RPG, UFDG, UFR, dans tout cela, c'est nous autres qui perdons. Donc le président, c'est bien qu'il ait reçu son deuxième fiston national. C'est la preuve aussi que Mokhtar Diallo a de l'audace, tout de même. Et oui, c'est la preuve quand même. C'est la pratique un petit peu, on sait comment ça fonctionne, on menace un petit peu. Et puis après, les grandes gueules. Oui, mais Coran aurait pu... Et puis jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas démissionné. C'est des jets. Non, il n'a pas démissionné. Coran aurait pu fermer les portes du palais sécutorial, il ne l'a pas fait, il les a plutôt ouvertes rapidement. Je pense, quand on doit démissionner, on n'a pas besoin... On démissionne, on n'a pas besoin de... Écoutez, on publie dans la presse et puis les autres l'ont fait comme ça. J'ai vu Pierrot Baldé, j'ai vu Khalifa Gassama Diaby. Justement, par rapport à Khalifa Gassama Diaby, plus de 2 fois, il a été empêché de démissionner. Plus de 2 fois. Alors il est passé par une autre... C'est une autre méthode qu'il a utilisée pour démissionner. Il n'est pas souvent facile de démissionner auprès du chef de l'État. Mais je vous dis, la politique à laquelle nous assistons, c'est une politique de contentement. Bien. Et vraiment, ce n'est pas l'honneur de la République. Merci beaucoup, Moussa Moïse Silla. Oui, mon cher Antoine. Je ne sais pas pourquoi on blâme Mokhtar ce matin. J'ai vu certains depuis hier qui disent à Mokhtar qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Oye Guilavogui avait-il le droit de le faire aussi? Il y a eu un cas précédent. Alpha Condé a cédé au caprice de Oye Guilavogui qui a dit qu'il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on a donné un ministère aussi important à Abakar Silla à son détriment. Parce qu'on l'a donné un coup de pied pour l'envoyer au ministère de l'élevage, chose qu'il a refusé en disant que Abakar Silla, qui a passé tout son temps à critiquer Alpha Condé, ne peut pas venir et jouir des fruits de leur gouvernance, alors que eux, ils ont mouillé le maillot. À l'époque, on se souvient qu'on a envoyé des reporters pour interviewer Oye Guilavogui, qui a reconnu qu'il a refusé le poste de l'élevage parce que pour lui, ce n'était pas important. Un ministre qu'il a reconnu publiquement, Mokhtar Diallo a cela en tête. Il se dit que si hier, un homologue a été contenté parce qu'il a refusé un poste, pourquoi je ne le ferai pas aussi? À mon avis, Mokhtar fait bien d'agir ainsi parce que le président aime cela. Il aime les personnes qui lui tiennent tête, il aime les personnes qui contestent parfois ses décisions. Et je me dis qu'il va contenter Mokhtar. Il va lui donner non seulement un ministère important, juteux, mais il va le nommer ministre d'État. Il sera ministre d'État dans ce pays, vous allez le voir. Et il ne sera pas le seul dans ce cas-là, parce qu'Alpha Condé, le recul qu'il a fait hier, parce que beaucoup attendaient le reste des ministres, les 20 autres ministres étaient attendus hier. Il y a eu du recul parce qu'il faut revoir certains. Si Mokhtar ne va plus à la jeunesse, ou s'il faut revoir les prétentions de Mokhtar, il faut aussi dire à d'autres d'attendre un peu. Quelques-uns qui avaient déjà été nommés vont malheureusement subir cela. Ils vont être contraints d'être mis sur la touche en attendant que j'ai même des craintes pour Roger Patrick Milimono, qui a été envoyé à l'agriculture parce qu'on sait ce qu'on avait fait. Roger Patrick n'est pas ministre, il est délégué. Il est justement, ministre délégué. Oui, on attend de savoir qui sera le titulaire. J'ai même des craintes après parce qu'on a vu le scénario lorsqu'il était on l'a enlevé à l'environnement pour envoyer Oye à sa place. Voilà, donc sinon en la forme, Mokhtar le fait parce que pour lui, il a mouillé le maillot, il s'est sacrifié. Moussa a rappelé tantôt quelques actions qu'il a eu à poser, tout le monde l'a vu. Mais est-ce que pour autant, on doit tenir compte de ces actions sur le terrain pour dire que Mokhtar a le droit de contester un décret présidentiel? Mais s'il y a eu des cas précédents pour lesquels Alpha Condé a cédé, je me dis... C'est différent. Non, il n'y a pas de différence là. Mais si, je suis différent parce que Oye Guilavogui, c'est pas un allié. Je suis désolé, il est du RPG Arkansas. Ah non, Lamine. Alors dites-moi, c'est Oye Guilavogui. C'est différent. Non, il n'y a aucune différence. Si, c'est différent. En quoi Oye a le droit de dire que le ministère de l'élevage est un petit poste pour lui et qu'on le nomme ministre d'État et que Mokhtar Diallo qui tout de même... Attendez, je vais clore. Mokhtar a risqué sa vie. Il a été au Fouta où personne ne voulait aller. Mokhtar à Pita, à l'époque je me rappelle, j'étais encore à Abidjan, je vois des messages sur Facebook où on disait qu'il est entre Mamou et Pita, où sa tête était mise à prix. Il était recherché à l'époque, je me rappelle encore. Il faut dire clairement les choses. Lorsqu'il y avait la crise, il faisait partie des personnes qui étaient recherchées dans ce pays. Il était de ceux-là qui ont pris le risque d'aller dans des zones qui n'étaient pas... C'est de la politique commerciale. Qui n'étaient pas osées par certains. Je me dis,
il s'est sacrifié, il faut le reconnaître. Mais il n'a pas le droit, encore une fois, il n'a pas le droit de contester un décret présidentiel. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il prend exemple. C'est le chef d'État qui, quand on cite le cas Oye, c'est très récent. Mais on a vu Papa Koli ici qui a fait le même chantage à un moment donné, qui a fini par faire plier le président de la République. Quand on a retiré les DG de son portefeuille, et à l'époque, on était encore sur l'énergie de son portefeuille. On a vu quel chantage il a fait, tentative de démission et entre autres. Le président a fini par plier. Ce n'est pas que Mouktar. Aujourd'hui, peut-être qu'on s'attarde un peu sur le fait qu'on nous parle de tentative de démission de Mouktar, mais on ne nomme pas quelqu'un sans une négociation préalable. Il y a eu certes, ou certainement je vais dire, des discussions entre le Premier ministre et tous les ministres qui étaient déjà en poste. Oui. Il y en a eu certainement, parce qu'on ne peut pas reconduire les gens ainsi, parce qu'on veut juste les reconduire. Il y a un débat qui se pose d'abord. Évidemment. Non. Il y a un débat qui se pose d'abord. Oui, c'est ce qui se fait. Il y a un débat qui se pose d'abord. On ne reconduit pas les gens, on ne nomme pas les gens parce que on a vu leur tête. Il y a un débat d'abord. On vous demande est-ce que toutes ces questions se posent. Et aujourd'hui, Mouktar, on nous apprend qu'il veut démissionner parce que il n'a pas le ministère de la jeunesse ne semble plus être celui qu'il veut continuer de gérer. Le président de la République, il a dit. Et la sédentarisation, dans ce cadre respect, je ne pense pas qu'il y aurait eu une consultation. Sinon après, Mouktar n'aurait pas dû sortir après. Effectivement, cette sortie de Mouktar peut bien expliquer qu'il y a dû avoir un débat et par rapport à cela, ce que moi j'apprends, ce que j'ai lu hier, et qu'on lui propose dans le débat, qu'on lui dise bon et qu'il s'entende, je vais dire, sur un poste et ministériel. Justement, il y a un poste qui aurait été choisi justement le poste de Nabaya, le ministère de l'enseignement technique qu'on lui aurait promis, et qu'à la dernière minute, il n'a pas entendu son nom. Qu'on n'honore pas cet engagement. On le trouve bien dans ses droits de vouloir démissionner aujourd'hui ou d'exiger le respect quand même de ce qui a été dit dans les coulisses. Et Mouktar, aujourd'hui, on ne le dira pas assez. C'est vrai moi j'ai toujours rappelé que le RPC, le RPG original et autres se sont beaucoup battus, c'est vrai, mais jusqu'en 2010, le RPG est venu avec 18%. Ce sont des alliés qui ont permis au RPG d'avoir aujourd'hui le quota qu'il a dans les élections. Donc on ne peut pas négliger les efforts des alliés. C'est vrai qu'il faut reconnaître les sacrifices du RPG, du RPC et ainsi de suite, mais aussi on ne peut pas occulter les efforts des alliés qui ont permis ou qui permettent encore au RPG, au président de la République, d'être là où il est. Parce que n'eût été les alliés en 2010, les 18%, c'est le Dalen Diallo allait être président. N'eût été les mêmes alliés en 2015, même si on se tape la poitrine pour dire que non, personne ne nous a aidés ou bien ceci, cela, mais les alliés ont été pour beaucoup, pour permettre au président de la République d'être réélu en 2015. Et en 2020 également, ce sont les alliés. Ce sont eux qui ont donné le ton. Ce sont les gens comme Kassouri Fofana, ce sont des gens comme Abouakar Silla, ce sont des gens comme Papa Koli, ce sont des gens comme Mouktar Diallo qui ont permis au président de la République de faire passer d'abord la nouvelle constitution, mais aussi ce sont eux qui ont osé. On les a mis au devant de la scène. Ce sont eux qui étaient devant. Parce qu'on a vu cette affaire, la Codec qui est devenue Codénoc après. Ce sont eux qui étaient au devant de la scène pour porter le projet de nouvelle constitution et de troisième mandat. Donc on ne peut pas aujourd'hui leur refuser ce sur quoi vous attendez. Non, il faut dire les choses comme elles sont. C'est caprice. Caprice, oui. Mais il ne faut pas aussi occulter le débat. Mais quand même. Les grandes gueules. Il ne faut pas aussi oublier les dessous des discussions entre la démission du gouvernement. Je ne sais pas comment ça se passe en politique. En fait, quand on est allié, on vient. C'est comme on vient voir un commerçant, on vous dit ok, moi je vous soutiens. Derrière, si vous passez, vous allez me donner une voiture. Comment ça se passe? C'est effectivement comme ça. C'est effectivement comme ça. C'est effectivement comme ça. Partout dans le monde, les politiques composent avec des gens qui l'ont accompagné. Ouais. On ne peut pas se battre. Donc c'est sans conviction. En fait, non, c'est pas. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de conviction. Quand on arrive au pouvoir,
On ne peut choisir que parmi les gens qui ont cru en vous, qui vous ont accompagné. Et évidemment, cela ne veut pas dire qu'on choisit à la hâte n'importe qui pour où. Ils sont tous compétents, mais les compétences diffèrent. On doit pouvoir savoir qui mettre où selon les compétences. C'est-à-dire, on ne peut pas se baser que sur le soutien. Le soutien, oui, mais il y a d'autres éléments qui doivent accompagner le soutien pour choisir des ministres, des directeurs et je sais pas, les secrétaires. En fait, ça doit obéir à quelque chose, à la compétence. Évidemment, tout ceci l'ont accompagné. On ne va pas choisir un chef de l'opposition à moins qu'il n'y ait dialogue ou autre pour venir le faire ministre. Il ne vous a pas accompagné. Ça, c'est la logique politique. C'est propre à toutes les nations. Mais après, quand on choisit les hommes, c'est celui-là qui est votre soutien, mais après, surtout, qui a les compétences pour là où vous voulez l'amener. Voilà. L'art de la politique, c'est de donner un os à ronger aux frondeurs. Lorsque vous le faites, vous les occupez. Ils ne peuvent pas se retourner contre vous. Ils ne peuvent pas vous attaquer. Je pense qu'il y a un petit os qu'on a glissé là. Et certains peuvent trouver que c'est trop petit. D'autres peuvent trouver que c'est minuscule. D'autres peuvent dire, écoute, je suis plus grand que ça. J'ai une gueule plus grande que ça. Je trouve quand même qu'au moment où on s'attarde sur ces questions superficielles, dans la sous-région, les gouvernements travaillent. Bien. Dans la sous-région, les gens se retrouvent, ils font dans le développement, ils rendent les services publics. Nous sommes là depuis plus de 2 mois maintenant. On tourne autour de cette histoire de formation de gouvernement. On ne bosse pas du tout. Ça ne travaille pas. Ça parle politique, ça dort politique, ça mange politique, ça mange politique. On ne fait rien. Bien, je trouve que Moussa. c'est assez grave pour ce pays. Et le chef de l'État est en train de tomber. Il est déjà dedans d'ailleurs. Il est dans cette mare et c'est lui qui donne le ton. C'est dommage. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Je pense qu'il n'aurait pas dû laisser qu'on puisse dévoyer un peu ce pouvoir discrétionnaire qu'il a à nommer qui il veut. Maintenant, quelle que soit l'implication des uns et des autres, nous sommes dans un État. Et dans un État, le chef de l'État, normalement, ne devrait pas prendre un cadre parce que tout simplement, il s'est battu pour vous. Regardez aujourd'hui aux États-Unis, pour que vous soyez dans le gouvernement, vous passez devant une commission d'éthique. Ça veut dire que c'est sur la base de votre compétence, pas parce que vous êtes battu. Ça peut être possible avec les opérateurs économiques qui ont financé votre campagne et tout. Vous leur donnez des marchés. Mais pour un poste de ministre, ça ne doit pas être possible. Au même titre que l'affaire Nabaya, il n'aurait pas dû reconduire la dame parce que ça aura des conséquences après. Des gens vont être cités dans des scandales. Ils vont se dire on va rester parce que tout simplement le chef de l'État peut nous protéger avec son décret. Bien, vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Merci à Amadou Sow qui a conduit cette émission du côté de la radio, à Vladimir Poutine, à Nalaï Sidibé, à Mafata Sano, mais aussi à Mamoudou Kondé. Merci à vous tous à l'international. Nous vous retrouvons lundi avec le Turbo aux commandes.